Bien, avant de commencer la cérémonie de la remise des prix, alors pour ceux qui n'étaient pas là ce matin, nous avons remis les prix professionnels, donc les prix de thèse, pardon, donc à deux étudiants, donc Raphaël Vasseur de l'Université de Lorraine, et donc pour une thèse sur l'extinction et recouvrement de coraux au cours de la crise Plinsbachien-Toarcien, et on a remis un prix de thèse à Bogdana Radu, sur des éclogites et la formation et l'évolution du manteau lithosphérique subcontinental. On a eu ensuite une conférence de Laurent Londex sur les stratotypes aquitaniens et burdigaliens. Et donc cet après-midi, nous allons passer donc à la remise des prix professionnels. Il y en a 3. Et donc avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai 2 choses à appeler ou à rappeler. J'ai vu certains d'entre vous qui avaient des ouvrages anciens dans les mains, que derrière les portes de sortie, vous avez le dernier jour de la braderie des ouvrages et cartes géologiques anciennes de la SGF. Donc si vous voulez aller acheter des invendus ou des choses un peu anciennes, des planches anciennes, c'est encore possible. Et pour ceux qui viennent d'arriver, je fais un petit peu de publicité sur la rénovation de la bibliothèque et de la salle de lecture de la Société géologique de France. Donc certains d'entre vous ont déjà reçu le message et d'autres vont les recevoir dans les jours qui viennent. Donc on a lancé un grand projet de rénovation de la salle de lecture qui se trouve donc derrière vous. Pendant la pause tout à l'heure, vous pourrez y jeter un coup d'œil. Donc c'est une salle ancienne qui est relativement grande mais qui est coupée en deux, puisqu'il y a une partie, c'est la salle de lecture, et puis derrière c'est un système de compactus, donc c'est un peu compliqué. L'objectif c'est d'en faire une seule et même grande salle de lecture. Donc là vous avez à peu près, vous verrez sur Ulule, vous avez une petite vidéo qui vous montre l'ensemble du projet de transformation et de modernisation de cette bibliothèque, qui renferme aujourd'hui plus de 100 000 ouvrages et cartes géologiques. Donc ça en fait quand même une bibliothèque des sciences de la Terre assez importante, avec même des documents qui sont uniques. Pas qu'en France, mais aussi dans le monde. Il y a quelques atlas qui sont extrêmement rares. Et donc l'objectif, c'est de rendre accessible cette salle à tous les publics avant la fin de l'année 2020. Donc on a lancé une cagnotte Ulule, donc j'ai découvert ça. Et donc vous pouvez, je vous invite à donner de l'argent à cagnotter pour cette rénovation de la bibliothèque. Donc on était assez ambitieux, parce qu'on espère récolter déjà 30 000 €. Et en fait, si j'ai bien compris le principe du LUL, plus vous donnez au début, plus la cagnotte monte et plus après les mécènes arrivent. Donc je vous encourage vivement, sachant qu'en plus c'est déductible, c'est défiscalisable. Donc je ne sais plus, si vous donnez 10 €, en fait ça revient à 3,33 €. Donc il ne faut pas se priver, n'est-ce pas? Bon, je vous remercie de votre attention. On va passer à des choses différentes, mais tout aussi sérieuses, la remise des prix professionnels. Alors cette année, le conseil d'administration a décidé donc qu'on remettrait 2 prix professionnels, le prix Fontane et le prix Prestwitch. Et on a aussi décidé cette année de remettre un grand prix. Donc c'est des prix qui sont apériodiques, c'est-à-dire que c'est suivant l'humeur du conseil d'administration ou suivant des personnes importantes à distinguer. Et donc on a décidé cette année de remettre un grand prix, donc le grand prix Marcel Roubaud. En général ça alterne avec donc le grand prix Gaudry. Donc cette année on va commencer donc par le prix Fontane. Et donc le prix Fontane a été donc décerné à l'unanimité à Slaboulila, le voilà, qui est maître de conférence à Sorbonne Université. Alors je vais vous lire ce que la commission des prix a résumé son avis. Donc nous avons décidé de lui attribuer ce prix pour ses travaux se situant à la croisée de différentes disciplines des sciences de la Terre et de l'astronomie. En seulement quelques années, il a su établir des liens permettant des avancées majeures dans plusieurs disciplines qui ont donné lieu à de nombreuses publications. Ces résultats sur la calibration astronomique des temps géologiques ont notamment été intégrés dans l'échelle des temps géologiques de la Commission internationale de stratigraphie. Ça, c'était le résumé. Donc, eh bien, félicitations. Alors, ce prix s'accompagne d'un petit diplôme. Voilà, le prix Fontane de la société. Et aussi d'une médaille. Alors, j'espère que je ne vais pas me tromper.
Oui, c'est un autre barbu là. Non, il n'est pas barbu là. Alors il faut faire. Oui, c'est celui-là, je pense. On va quand même vérifier parce que les médailles sont modernes. Oui, c'est celle-là. Voilà donc une médaille qui est gravée donc spécifiquement à l'effigie de Monsieur Fontane. Félicitations. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je suis très honoré aujourd'hui de recevoir le prix François Fontanès ou Fontane, pardon. Fontane. En effet, ces parcours n'auraient pas été possibles sans l'aide de plusieurs personnes. Et j'y suis particulièrement trois personnes. Je cite particulièrement trois personnes pour leurs aides continues et collaboration fructueuse. En particulier, donc, tout d'abord, Bruno Galbrin de l'ISTEP pour sa patience, tout d'abord, et sa rigueur dans l'acquisition et l'interprétation de données géologiques. Linda Inov, collègue américaine de l'université George Mason, spécialiste mondialement reconnue dans les domaines de la cyclostratigraphie, et c'était elle qui m'a initié à cette discipline. Et puis Jacques Lascar, astronome à l'Observatoire de Paris et leader mondial de l'établissement des solutions astronomiques utilisées par les géologues qui analysent les séries sédimentaires cycliques ou astronomiquement contrôlées. Je vais vous présenter rapidement mes thématiques de recherche et quelques résultats qui sont effectivement consacrés à comprendre, au mieux comprendre, la genèse des séries sédimentaires et les forçages astronomiques. Donc on voit clairement sur ces photos que la plupart des séries sédimentaires présentent un caractère cyclique, surtout les temps géologiques. Donc les Cénozoïques, Mésozoïques, Paléozoïques et Archéens, et que cette signature ou caractère cyclique s'observe aussi bien sur l'affleurement que dans de carottes, de sédiments, des carottes de sédiments du fond des océans. Ici, vous avez des alternances sapropel marne, sapropel d'âge Miocène au Méditerranée. Là, vous avez des alternances marne, calcaire ou une boue carbonatée du Crétacé dans l'océan Indien. Très tôt a été posée la question sur le moteur de ces séries cycliques, et très tôt on a émis l'hypothèse du moteur astronomique via les paramètres orbitaux de la Terre. Le premier à émettre cette hypothèse, c'était Gilbert, donc c'est un Américain qui proposait de corréler les alternances marno-calcaires du Crétacé à Colorado avec des cycles astronomiques de périodes connues. Donc il a publié cet article dans ces journaux, donc c'est l'actuel journal Geology. Et il était président de la Société géologique des Amériques. Donc, quels sont justement ces paramètres, ces cycles astronomiques des périodes connues? Donc, ils sont au nombre de 3. Donc, vous avez à gauche les 3 mouvements, et à droite, vous avez les enregistrements sur l'intervalle 0 à 1 million d'années, selon un modèle astronomique de Lascar 2004. La précision des équinoxes qui varie ou qui a 2 périodicités dominantes, fondamentales, de 19 et 23 000 ans. L'excentricité de l'orbite terrestre qui mesure le degré de déformation de cette orbite elliptique, ayant une double périodicité de 100 000 ans et 400 000 ans, et qu'elle module le cycle des précessions. Donc il y a un lien entre la précession des équinoxes et l'excentricité de l'orbite terrestre. Et enfin, l'obliquité ou l'inclinaison de l'axe de la Terre par rapport au plan
écliptiques qui oscillent de part et d'autre selon une période fondamentale de 40 000 ans. La conjonction, la combinaison de ces trois paramètres engendre des variations de l'insolation à la surface de la Terre et donc des variations climatiques et environnementales qui régissent différentes cyclicités ou rythmicités dans le série sédimentaire. La théorie astronomique des paléoclimats, ou par quelques pionniers de cette théorie astronomique du paléoclimat au début du 19e siècle, où on a émis l'hypothèse du forçage astronomique sur les séries sédimentaires. Cette théorie portait le nom du mathématicien serbe Đurić Milanković, qui était le premier à fournir un modèle complet de calcul de l'insolation en prenant en compte les trois paramètres, précession, obliquité, excentricité. Adhémar, c'est un Français, c'est un prof, c'est un mathématicien, c'est un prof d'université. Et Le Verrier, c'était le précurseur de l'équipe qui existe aujourd'hui à l'Observatoire de Paris. C'était le premier à fournir la toute première solution astronomique pour les géologues et les paléoclimatologues. Donc son statut, il est maintenant à l'Observatoire de Paris. Donc cette théorie a été ultérieurement validée par les données géologiques et précisément par les isotopes stables de l'oxygène comme un paléothermomètre et également par les isotopes radioactifs pour la datation absolue. Donc c'est publié dans cet article, ce fameux article connu de Hayes, Embry et Shackleton. Cette théorie a été est aujourd'hui définitivement confirmée par corrélation dans tous les océans de ces variations isotopiques de l'oxygène sur l'intervalle. Ici, par exemple, on voit très bien la transition des cycles à 40 000 ans vers les cycles à 100 000 ans, pardon, sur l'intervalle 0 à 2 millions d'années, c'est le quaternaire. Donc la question, qu'en est-il de la théorie astronomique du paléoclimat au Mésozoïque? Et c'était l'objectif ou l'objet de mes travaux de recherche où j'avais commencé à analyser ces alternances marno-calcaires du Quiméridien dans le sud-est de la France. Sur une épaisse série, ou une série de quarantaine de mètres bien datée par les harmonites, on a mesuré la subtilité magnétique à très haute résolution, qui est un marqueur paléoclimatique. J'ai mis en évidence de grands cycles comprenant chacun une vingtaine de couplets marnes calcaires. Donc ces grands cycles correspondent à l'excentricité à 400 000 ans et les couplets marnes calcaires à la précession des équinoxes. Le filtrage sur la période dominante de la précession et la comparaison avec le modèle astronomique montrent une image ou une analogie remarquable entre l'enregistrement sédimentaire et le modèle astronomique, confirmant ainsi ce type de forçage par la précession modulée par les cycles à 400 000 ans. Cette étude confirme ou témoigne également de la nécessité d'analyser à très haute résolution un proxy paléoclimatique et que la cyclo aujourd'hui ne peut plus se faire à l'œil nu. Corrélé aux séquences statiques du domaine thétésien de la charte des références d'Ardan-Bol, ces cycles à 400 000 ans correspondent aux séquences statiques du quatrième ordre. Ceci m'a amené à suggérer un modèle des dépôts qui fait les liens entre insolation, climat et niveau marin à partir d'une étude de multiproxy générée en carbonate, sublimate magnétique, manganèse et surtout isotopes stables de l'oxygène. Donc j'ai proposé un modèle des dépôts à l'échelle des cycles de précession, des couplets marnes calcaires, modulés par les 100 000 ans, on voit très bien cette modulation, et les 400 000 ans, tels que le marne ont probablement été déposés pendant des périodes relativement plus froides, un bas niveau ou un niveau marin relativement plus bas, tandis que le calcaire pendant des phases relativement plus chaudes et un niveau marin relativement plus bas. Cette hiérarchie cyclique en couplé ou supercouplé semble être commune dans des séries de différents âges et issus de différents environnements. C'est un autre exemple, toujours dans le sud-est de la France et toujours en utilisant comme proxy la sublimité magnétique.
on arrive à reconnaître les cycles à 20 000 ans, à 100 000 ans, mais surtout cette cyclicité dominante à 400 000 ans sur l'ensemble de la série. Après conversion de ces épaisseurs en temps, donc on obtient une durée pour cet intervalle d'un peu plus de 2 millions d'années, mais surtout on constate que les 20 000 ans et les 400 000 ans dominent sur l'ensemble de la série. Un dernier exemple de cette hiérarchie cyclique, une vingtaine de cyclicités de précession dans chaque cycle des 400 000 ans, mais cette fois-ci dans des dépôts ou des faciès lacustres d'âge Éocène et Oligocène dans le bassin de Rennes. Le proxy utilisé, c'est le gamma-ray. Les gamma-rays, l'origine ici, probablement, c'est un mélange ou un effet conjugué des argiles et de la matière organique. Je m'intéressais également à mieux comprendre s'il existait plutôt des cyclicités orbitales de quelques à plusieurs millions d'années dans les modèles astronomiques, et si oui, y a-t-il des évidences géologiques de telles composantes? C'est un sujet vaste et qui est en pleine expansion. Je vous montrerai quelques exemples. J'ai abordé cette thématique en commençant ou m'intéressant au terre noire oxfordien du sud-est de la France, sur une épaisse série de marnaises de 700 mètres d'épaisseur, et toujours en utilisant la sublimatique comme proxy paléoclimatique, on a pu reconnaître différents ordres de grandeur de cyclicité orbitale, depuis les cycles d'infraprécession, des demi-précessions, précession, obliquité, courte excentricité, et notamment l'excentricité à 400 000 ans, notée ici C1 à C10, et qui m'a permis, cette cyclicité, à caler l'ensemble de la série en temps, parce que c'est la période orbitale la plus stable d'après les astrophysiciens, donc le 400 000 ans. Donc c'est une durée un peu plus de 4 millions d'années. Mais surtout, on a pu reconnaître une autre cyclicité, une grande cyclicité, notée ici S1 et S2, et qui module de la même façon, qui module les cycles des 400 000 ans, de la même façon que dans le signal astronomique. Et cette cyclicité, en retournant sur l'affleurement, elle façonne les affleurements de terre noire oxfordienne, tels que le maxima correspondent à des vires marnaises très étendues, alors que le minima correspondent ou bien sont matérialisés par des intervalles plus carbonatés, c'est des faciès plus résistants, se présentant sous forme de falaises. C'est impressionnant l'expression de cette cyclicité dans les terres noires oxfordiennes. Donc ce cycle à 2,4 millions d'années module très bien les cycles à 400 000 ans. On voit ici, il module les cycles à 400 000 ans. Module fortement également les cycles à 100 000 ans. Et également les cycles de précession. Donc cette cyclicité de 2,4 millions d'années module plusieurs cyclicités à haute fréquence, notamment la précession et l'excentricité à 100 000 ans et 400 000 ans. Il y en a une autre périodicité de 1,2 million d'années, mais plutôt qui module les 400 000 ans. On la voit clairement ici, c'est une modulation de l'obliquité, c'est une obliquité à long terme, on peut dire, de 1,2 million d'années. Donc on a 1,2, 2,4, du simple au double. Ces deux cyclicités ont reçu en fait un grand intérêt en astronomie et en géologie. En astronomie, parce qu'elles sont associées à une résonance entre les orbites de la Terre et de Mars. S4 moins S3, c'est les 1,2, et G4 moins G3, c'est le 2,4 millions d'années. Donc l'enregistrement dans les archives géologiques pourrait apporter des fortes contraintes sur le mouvement chaotique des planètes internes. Donc c'est tout ce qu'on a aujourd'hui pour le Mésozoïque. Cette cyclicité G4 moins G3, elle fait uniquement 2,4 millions d'années comme période au Cénozoïque. Alors au Mésozoïque, sa période elle est plus courte. Ce raccourcissement de cette période est lié au mouvement chaotique des planètes internes. Un grand intérêt en géologie parce que ces deux cyclicités semblent piloter les variations eustatiques du troisième ordre, telles que les 1,2 contrôlent le séquence troisième ordre en période Icehouse et les 2,4 millions d'années plutôt le séquence troisième ordre toujours en période Greenhouse. Donc ça c'est un exemple exceptionnel qui montre les contrôles des séquences glaciostatiques troisième ordre par l'obliquité à 1,2 million d'années. Donc des minima d'obliquité
correspondent à des minima d'insolation. On voit très bien même à l'œil nu. Donc vous avez ici la courbe brute de l'obliquité. On voit très bien à l'œil nu, même sans traitement, une modulation par les 1,2 millions d'années qui correspondent à un minima d'insolation et donc minima isotopiques ou des périodes froides et qui correspondent à des périodes de formation des limites des séquences glaciostatiques. Je voulais aussi voir s'il existait des cycles plus grands que les 1,2 et des 1,4 millions d'années et par quelle méthode peut-on les décrypter dans le modèle, à partir du modèle astronomique et dans l'enregistrement géologique. Pour cela, j'ai analysé la courbe isotopique du carbone 13, de la célèbre courbe de Jim-Zakos. J'ai eu la surprise de trouver une cyclicité dominante des 9 millions d'années sur l'ensemble des Cénozoïques. Je l'ai pu mettre en évidence par analyse spectrale, par filtrage simple, comme vous voyez ici, mais surtout par la technique des modulations d'amplitude. Maintenant, il faut la trouver dans le signal astronomique. Bon, cette tâche m'a pris plusieurs années parce qu'il fallait la trouver dans la solution astronomique. En même temps, il faut convaincre les astronomes de sa présence dans leur modèle. Donc là, c'est le résultat des modulations d'amplitude de l'excentricité. L'excentricité à 100 000 ans est modulée par les 400 et les 2,4 millions d'années. L'excentricité à 400 000 ans est modulée par les cyclicités à 2,4 millions d'années. Et l'excentricité à 9 millions d'années est modulée par, ou plutôt l'excentricité de 2,4 millions d'années est modulée par cette excentricité à 9 millions d'années. Là, j'ai mis deux modèles astronomiques différents. Et là, c'est un zoom de CB4. Donc CB4, vous voyez ici. Vous voyez que c'est une expression, une réponse linéaire directe du cycle du carbone au forçage astronomique par l'excentricité à 100 000 ans, 2,4 millions d'années et 9 millions d'années. Donc cette étude a stimulé plusieurs domaines de recherche, notamment au Mésozoïque et Paléozoïque. Enfin, je me suis intéressé à une autre dimension du forçage astronomique, pas à l'échelle des mouvements des planètes dans le système solaire, mais plutôt à l'échelle du mouvement de notre système solaire dans la galaxie. Cette échelle couvre plusieurs dizaines de millions d'années. Donc, ça nécessite l'analyse des enregistrements de plusieurs centaines de millions d'années. J'ai commencé à regarder sur l'intervalle 0 à 110 millions d'années. On a l'isotope stable de l'oxygène sur le foraminifère benthique. C'est à partir des données du forage océanique ODP et ODP-DSTP. J'ai mis en évidence la cyclicité à 9 millions d'années, trouvée tout à l'heure dans le carbone 13, mais surtout, j'ai mis en évidence une grande cyclicité. On ne la voit pas dans les données brutes parce qu'elle semble écrasée, atténuée par cette tendance linéaire, plutôt parabolique. Une fois la soustraction de cette parabole m'a permis de mettre en évidence cette oscillation à forte amplitude des périodes moyennes de 36 millions d'années sur cet intervalle. Donc pour asseoir la réalité de cette cyclicité, il faudrait discuter éventuellement de son origine. Il faudrait la mettre en évidence sur un intervalle encore plus grand, couvrant plusieurs centaines de millions d'années. J'ai trouvé un enregistrement potentiel issu de ces courbes, ou ces fameuses courbes statiques de Bilal Haque. Donc Bilal Haque qui est honoré aujourd'hui par le prix Prestige de la SGF. J'ai compilé ces chartes statiques, je les ai digitalisées et puis j'ai tout compilé ou calé sur l'échelle des temps la plus récente, GTS 2016, et voici l'enregistrement ou les données brutes. On voit tout d'abord deux grands cycles d'une durée moyenne chacun de 250 millions d'années qui correspondent au cycle de Wilson. Donc c'est le problème tectonique. Une fois ôté, enlevé ces deux grands cycles, on fait bien apparaître cette cyclicité à 36 millions d'années qui est continue sur tous les phénérozoïques. Donc on voit très bien l'expression spectrale de cette cyclicité qui couvre tous les phénérozoïques, qui est prédominante et saillante, marquante, si vous voulez,
et qui a une forte amplitude après le cycle de Wilson. J'ai continué à explorer cette cyclicité, mais en faisant une compilation d'isotopes stables de l'oxygène. Plutôt, j'ai repris l'intervalle 0 à 110 millions d'années de tout à l'heure, où j'ai rajouté un autre set, un autre jeu de données, c'est en rouge, isotopes stables de l'oxygène. J'ai enlevé une grande tendance qui correspond au cycle de Wilson. J'ai effectué un certain lissage pondéré et modéré, et puis j'ai appliqué l'analyse spectrale et le filtrage. Donc j'ai eu la surprise de trouver cette cyclicité, 36 millions d'années, sur tout l'intervalle de 0 à 200 millions d'années, avec le pic le plus fort. J'ai mis en face les données eustatiques du Bilal-Hack, et là je trouve la même cyclicité, donc la même cyclicité, ou la même expression spectrale des cycles de 36 millions d'années dans les niveaux de la mer. J'ai corrélé ces deux cyclicités par année spectrale entrecroisée, et je trouve qu'ils sont en opposition des phases telles que le maxima isotopique correspondent à des minima eustatiques à long terme, ou à l'échelle du cycle à 36 millions d'années. Donc c'est une corrélation logique. Maintenant, l'origine de cette cyclicité à 36 millions d'années. Donc il y a deux hypothèses. Il y a l'origine tectonique, il y a l'origine galactique. Bon, l'origine tectonique, on n'a qu'un seul argument. On sait que les plaques tectoniques bougent ou se déplacent à grande échelle temporelle. Donc, tout ce qu'on sait, on n'a pas un enregistrement tectonique pour les mettre en face de ces variations eustatiques et isotopiques. Pour l'hypothèse galactique, on a plus d'arguments. On sait que le système solaire a des mouvements dans la galaxie, et ces mouvements peuvent engendrer ou affecter le climat terrestre via les rayonnements cosmiques. Surtout, on connaît très bien un mouvement, on a plus de contraintes sur un mouvement, les mouvements verticaux. Les mouvements verticaux de notre système solaire, donc le système solaire c'est la boule jaune, et qui oscille de part et d'autre du plan galactique médian, et à chaque traversée du plan galactique médian, on reçoit plus de rayonnements cosmiques, ce qui favorise de grandes phases de refroidissement et probablement des périodes prolongées de minima eustatiques. Donc, en prenant en compte ces observations et ces données astronomiques et les données géologiques, on a proposé un modèle qui prend en compte les mouvements, les rayonnements cosmiques, le climat, donc qui fit très bien les enregistrements géologiques, mais surtout qui fit très bien tous les paramètres qu'on connaît aujourd'hui sur les potentiels galaxiques. Donc voilà, j'ai fini, c'est très rapide. Merci à tous les collègues qui m'ont accompagné ces dernières années, et toutes mes excuses à ceux dont je n'ai pas trouvé des photos. C'est rapide. Merci pour cet exposé. On a le temps pour des questions. C'est l'occasion. Hein. Tout était bien clair pour vous dans ces cibles astronomiques? Ah, il y a une question. La question, c'est peut-être pas tellement mais sous les répercussions de ton travail. Est-ce que tu penses que finalement, même sous les courts termes, les variations qu'on mesure aujourd'hui dépendent des relations Terre-astre? À court terme, si vous voulez dire. Ce qu'on voit, est-ce que le dernier... tu as fait un intervalle de temps assez grand, mais est-ce que... En fait, c'est vrai, je ne l'ai pas dit, j'ai sauté, je n'ai pas voulu le dire, mais... En fait, je ne l'ai pas dit, mais le mécanisme physique qui lie le rayonnement cosmique au climat, c'est un sujet largement débattu. Donc aujourd'hui, on n'est pas sûr. Contrairement à la théorie astronomique du paléoclimat via l'insolation, on a aujourd'hui des arguments très, très forts de l'impact de l'insolation sur la température terrestre. Par contre, pour le rayonnement cosmique, c'est un sujet largement débattu. Je ne l'ai pas dit ça, mais ça reste que des hypothèses, contrairement à Milankovitch, on est sûr, même en regardant l'affleurement. Mais merci pour...
Je l'ai pas, j'aurais dû la dire parce que c'est important aussi. C'est un sujet largement débattu pour l'impact du rayonnement cosmique sur le climat. Bon, ben, félicitations encore. Merci beaucoup. Alors, bravo, bravo.